Aujourd'hui, à Hélico Tout-Terrain. 4 appareils sont réquisitionnés sur la Côte-Nord pour aller remplacer les isolateurs d'une importante ligne électrique. Terrain montagneux, brouillard, lignes électriques. Francis Balou-Mathieu et Amédée Bélan vont devoir repousser leurs limites pour réussir leur mission. Ouais, on sort le monde. Pascal Vivier, lui, est à l'autre bout du Québec. Trop froid. Ici, c'est le froid intense qui ralentit les opérations. Déjà rendu à moins 35, c'est dur, c'est toute la mécanique pareille. Et entre les deux, le chef pilote Alex Kennel a une mission cruciale. Amener à bon port celui qui, pour plusieurs, est l'homme le plus important de la planète. Hello, les amis! Oh, 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 oh. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. Dans toute évidence. C'est plus intense que tu penses. Yeah. Pascal Vivier est à l'aéroport de Matagami. Vous checkerez avec le gars de l'aéroport pour les 2 tanks à fioul. Ils vont arriver sur le prochain voyage. Pour savoir où est-ce qu'on peut les mettre, pas que ce soit dans les jambes, parce qu'un coup plein, on n'est pas capable d'élever. Ici, l'hiver commence en Lyon. Il y a 800 litres dedans. Et la région est figée dans un bloc de glace. Ça tank 800 livres. Fait que si on n'est pas capable de les mettre, mettons, pas loin, puis que nous autres, on va se fioler là le temps de les descendre. Fait que le gars de l'aéroport va voir ce qu'on peut faire avec. Ben là, on va aller chercher... on a une équipe qui est dans le bois. On va aller les chercher parce qu'ils ont fini la job puis la drill n'est pas prête. Puis après ça, on va s'arsedoper là pour la move, voir comment on va arranger ça. Là. Le temps que les 2 autres flatbeds y arrivent, puis c'est ça. On part que ça tantôt, les gars. Elle est pas trop prête. Pascal est ici pour faire ce qu'on appelle dans le métier une job de drill. En bon français, Pascal va devoir déménager et assembler une foreuse. Un travail de spécialiste. « 1000 km à l'est, on attend toujours la neige et le froid. Au relais Manicoutarde, à 100 km au nord de Bécomo, c'est le branle-bas de combat. Pas moins de 4 hélicoptères font le va-et-vient entre le relais et les différents pylônes de la ligne électrique de Miquois. Ici, en fait, ils changent les isolateurs. C'est une ligne qui a de l'âge, qui a un peu d'âge, puis les isolateurs, donc ils sont à changer. Les isolateurs, ce sont des assemblages de céramique qui isolent les pylônes contre le courant transporté sur la ligne électrique. Fait que là, il y a plusieurs équipes. Je pense qu'il y a 7 équipes de monteurs qui sont sur le terrain. Ils démontent les vieux isolateurs, ils en installent des nouveaux. Tout ça en gardant la ligne suspendue au pylône. Il faut remplacer tous les isolateurs sur environ 75 km. Une quarantaine de monteurs de ligne travaillent sur le projet et ils doivent tous être déplacés par hélicoptère. Balou vient tout juste d'arriver au camp. Il s'en vient prêter main forte à ses collègues Amédée Bélan, Nicolas Gué et Nicolas Fortin, qui sont ici depuis déjà quelques jours. Fait que vous vous approchez jusqu'au bord du rotor, puis écoute, vous n'arrivez pas du rotor, penchez-vous. Penchez-vous un brin pour rentrer, OK? Parce que le rotor, il va venir vous chercher la tête, OK? Pour Amédée Bélan, ce contrat lui permet de découvrir de nouveaux paysages. C'est une des premières fois que le pilote de Val-d'Or vole sur la Côte-Nord. Je pensais que ce serait une journée perdue, mais va être profitable. Ah, pas pire. Mais il mouille, on est off, là. Et la Côte-Nord, c'est très différent de l'Abitibi. Aujourd'hui, il faut commencer à virer avec les nouvelles équipes et tout, là. Fait que, en 4 hélicos dans les airs, ça va pas trop dur pour une ride, là. Ça risque d'être un des plus grands défis pour Amédée et ses 3 collègues. Il va y avoir 4 hélicoptères qui vont voler en même temps et qui vont utiliser les mêmes couloirs aériens. Si on rajoute à ça le terrain montagneux, les pylônes et les lignes électriques, ça fait beaucoup d'obstacles à surveiller. Fait qu'on s'en parlera au coin de 11h30, là. Good, merci. OK. Tu vas ressortir par où, toi? Dès le départ, 2 appareils se retrouvent au même endroit. Je sais pas assez ta sortie, là. Ouais, moi, je rentre, là, mais je te laisserai la place pour sortir.
Ça va assez bien. C'est beau. La bonne communication entre les pilotes est cruciale. Bon, je décolle 52, je retourne au 62. Je t'en veux, Nicolas. À Matagami, Pascal Vivier et les foreurs se préparent pour la journée de travail. Bon, good. Fait que vous avez tous déjà fait des fly jobs, c'est ça? Bon, parfait. Première chose, quel signe vous aimez utiliser, vous autres? Montez. Ça, le prenez-vous un petit peu. OK. Ouais, arrête de descendre. On arrête de bouger. Vous mettez vos bras comme ça, on va arrêter de bouger tout de suite. On va entendre un deuxième signal. Vous faites signe de monter ou de descendre. C'est bon pour ça? Présentement, on est à débuter une campagne de forage qu'on fait par voie des airs, donc à l'aide d'hélicoptères. L'accès serait très difficile par voie terrestre. Il y a des rivières à traverser, il y a beaucoup de terrain qui est mou. L'option qui nous reste, là, c'est d'y aller par la voie des airs. Pour le sling gear, on va voir ce qu'on va utiliser. Vous avez tous vos 4 points, anyway? Faire du travail de précision en hélico, ce n'est pas pour tous les pilotes. Ça demande un caractère très particulier. Moi, je pense qu'il faut que tu sois quelqu'un qui aime, premièrement, être à l'extérieur. On est bien, on n'a pas de boss, on gère notre propre machine, on gère nos choses avec les clients. Les boss sont plus bas à Montréal, sont là pour nous aider, mais c'est nous autres qui s'occupent de toutes nos petites affaires dans le bois, la relation avec les clients, la job, pour que ça aille bien. Fait que, si t'as pas de passion, tu seras pas capable de faire ça. Faut vraiment aimer ça pour réussir à faire ça, sinon ça marchera jamais. Génial! Bon, on va demain, OK. Thanks! Merci! À tantôt! Yeah. On est que 4 hélicos, 3 Astor, B2 puis le 407. Moi, je vais voler sur GVI, le 407. Ça ne fait que quelques mois qu'Heli Inter utilise des appareils Bell 407. Ça ressemble beaucoup au traditionnel Astar, à quelques nuances près. C'est vraiment différent dans le pilotage. Dans les performances pour le client, il n'y a pas vraiment de différence. 7 places au lieu de 6, fait que pour le client, ça revient à peu près au même. Ça peut lever à peu près autant qu'un Astor. Fait que pour ce qui est des opérations, là, pour le client, tout ça, il n'y a pas tellement de différence. C'est vraiment juste comme la maniabilité ou le handling du pilote là, qui va changer. Le rotor principal vire à l'envers, donc les contrôles vont être à l'envers. Le palonnier, mettre la pédale de gauche en prenant la puissance au lieu de mettre la pédale de droite comme dans les Astors. C'est un peu comme conduire une voiture avec le volant à droite. Oui, le 407, tu s'en viens-tu? Martin, il est prêt à déménager. Stressant un peu, là, c'est ça. Il va falloir que j'élingue des cabanes. Ça devrait pas être long. Ils vont remettre la sienne en dessous de l'autre hélicoptère, puis tu vas être prêt d'en prendre aussi un voyage. Je suis pas trop inquiet, là, parce que c'est beaucoup plus simple d'élinguer avec le 407 qu'avec l'Astor parce qu'on a la vitre, on a la grande vitre qu'on peut se pencher à l'extérieur de l'hélico puis on a une super visibilité là, tout autour du terrain. Fait que c'est bien plus facile que d'élinguer qu'en Astor à cause de ça. Et c'est parti pour Francis Balou-Mathieu. Pour son voyage initial, il va aller porter des isolateurs neufs au pied du pylône 59 pour ensuite ramener à la base un des ingénieurs du projet. Maintenant que Balou a décollé, les 4 appareils sont en vol. Pour des pilotes habitués à voler seuls dans des territoires immenses, c'est comme se retrouver sur le pont Champlain à l'heure de pointe. Et à quelques pas du pont Champlain, Alex Kennel, le chef pilote d'Heli Inter, prépare le Twin Star, un appareil Astar à 2 moteurs, pour une mission urbaine d'une importance capitale. Là, il faut prendre les griffes ici avec les straps. Tu laisses une griffe de vide. Après ça, tu tournes le bras ici. Tu retires la goupille, puis t'allonges. Alex va faire le vol avec le pilote Arnaud de Jager. Une belle occasion pour lui de monter ses heures de vol sur le Twin Star. Ah, c'est un vol très important. On va aller conduire le Père Noël à la place Versailles, donc à Montréal. Puis c'est à peu près ça le plan de la journée, la fée des étoiles et le Père Noël qu'on va emmener rencontrer les enfants à place Versailles. Mais attention, si le vol n'est pas à la hauteur, les conséquences pourraient être sévères. Si je me plante, pas de cadeau cette année, quoi. Donc oui, c'est un vol super important pour moi. Ça fait quelques années que le Père Noël et la Fée des Étoiles font leur arrivée au centre d'achat montréalais en hélicoptère. De toute évidence, le stationnement n'est pas assez long pour permettre au traîneau d'y faire un atterrissage sécuritaire. Puis, en forme, Père Noël? Toujours. Pas trop long voyage? Ah non. J'ai fait Saint-Bruno, j'ai fait Galerie d'Anjou et là,
Place Versailles depuis une dizaine d'années. Quand on va débarquer, vous allez rester à l'intérieur. Moi, je vais sortir, je vais être sur le côté droit, je vais faire le tour de l'appareil. Puis là, je vais vous débarquer tous les deux. Attendant d'être tous les deux sur le bord de l'hélico, je ferme la porte, puis je vous amène tous les deux jusqu'au gardien de la sécurité. OK. Il va être dans le coin quand on va atterrir, coin à droite. Après vous. Hello, les amis! Oh, 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 oh. Ce n'est pas un traîneau magique, mais dans le trafic montréalais, un Astar bimoteur, ce n'est pas si mal. Au retour, les choses se compliquent au nord de Bécomo. Vas-y, Balou. Mon long-line release ne fonctionne pas, là. Je sais pas pourquoi. On l'a testé au camp avant de décoller, puis il marchait, puis là, je suis arrivé au 30, puis il marchait pas. Au relais Manicoutarde, au nord de Bécomo, 4 pilotes font la navette entre le poste Miquois et les pylônes de la ligne électrique du même nom. Pour les pilotes, la bonne communication entre eux est essentielle. Je vais partir reculer de toute façon. Ils doivent toujours savoir à quel endroit se trouvent les 3 autres pilotes pour éviter de se retrouver au même endroit. On attend rien que Balou arrive pour faire la cabane. Comme Amédée est ici depuis plus longtemps que les autres, c'est lui qui, de façon générale, est le leader du groupe. Ça devrait pas être long. Ils vont remettre la cire en dessous de l'autre hélicoptère, puis tu vas être prêt d'en prendre un aussi un voyage. Ouais, parfait. Je sais pas où tu vas décoller, Nicolas, va me tasser, moi, là. En plus du trafic aérien, Amédée doit naviguer dans un environnement hostile. Le terrain est très accidenté et il n'y a pas beaucoup d'endroits où il peut se poser au besoin. Ah ben, toi, t'en venais à pied, toi, là? Amédée a beau avoir presque 5000 heures de vol, il a passé la majorité de sa carrière en Abitibi, loin des montagnes de la Côte-Nord. Tu rentres par là, toi? Ça écoute, Balou? Yes, je suis là, je dépose mon client au 30, puis après ça, je vais pour la cabane au 62. C'est ça, va t'attendre là-bas, puis quand t'auras fini la cabane, va charrier le gars. Roger. J'ai fait 10 ans pour IXL à Sept-Îles, donc la Côte-Nord, je la connais bien. Puis je l'ai patrouillé pas mal à la grandeur. La run là, entre Bécomo puis Manic 5, là, je l'ai faite des dizaines de reprises. Là, fait que c'est pas tellement du nouveau là, pour moi. Mais Amédée, je pense que c'est dans les premières fois qu'ils viennent voler ici. Là. Ouais. Nicolas, t'es sorti par le nord ou par le sud de la ligne, toi? Là, je suis au nord de la ligne. Je suis le chemin en longue finale au 57. Avec une douzaine d'années d'expérience, Amédée a un talent supérieur à la moyenne. Et c'est ce que ça prend pour travailler dans un tel environnement. Il le sait et il va donc être doublement prudent. OK, je vais passer vertical 58, moi je m'en vais au 56. J'ai Nicolas en vue. Amédée, c'est encore à l'écoute? Amédée? Vas-y, Balou. Mon long-line release ne fonctionne pas, là. Je sais pas pourquoi. On l'a testé au camp avant de décoller, puis il marchait, puis je suis arrivé au 30, puis il marchait pas. Balou a un problème avec son élingue. T'es où, à peu près? Tu décolles du 30? Affirmatif, je décolle du 30 en allant vers le 62. OK, c'est bon, on va checker ça, mais que t'arrives proche, là. Le déclencheur électrique ne fonctionne pas et il ne parvient pas à détacher sa charge. Nico, dans ce coin ici, là, y a-t-il un staging où je pourrais me poser avec ma long-line pour aller checker le release électrique? Ouais, tu vas voir au pylône 54, il y a plein d'isolateurs à terre. Je peux te poser là, je vais checker ta long-line. C'est bon, merci. Nicolas Gay s'est posé quelques secondes avant Balou. Il va pouvoir vérifier les lingues sans que Balou arrête son moteur. Le câble électrique s'était simplement débranché. Nicolas le rebranche et Balou peut repartir. Oui, Balou, t'en décolles-tu, c'est correct? Ouais, je suis correct, j'en décolle. Par la force des choses, 3 appareils se retrouvent au même endroit. Je vais te suivre, décolle après toi, Nicolas. Une situation à éviter autant que possible. C'est-à-dire que moi, je vais attendre un peu, limite que tu reviennes avant de repartir. Ouais, après un break, parce que là, on est un peu trop dans les ramps, là. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est bon, on fait ça. À tantôt. OK, bye. Bon, Balou, je vais t'attendre là, prendre ton temps, m'attendre sur la ligne pour remplacer Martin après. Balou et Amédée travaillent au même pylône. Balou doit déplacer une cabane de survie et Amédée fait du transport de personnel. Oui, OK. Fait que Balou, la cabane, t'as mis toujours de ce bon site là, de la ligne, là, plus proche possible des pattes, là, puis plus niveau possible, là. C'est dur de voir le niveau d'en haut, là. Ouais. Aimes-tu mieux plus proche, plus croche, ou bien plus loin, le niveau?
Oh, de niveau, ça fait bien. J'attends après Balou, là, puis on va faire un petit rond d'attente, circuit d'attente. Et comme si les pilotes n'avaient pas assez de défis, voilà que la météo s'en mêle. Belle petite averse qui s'en vient. Ouais. Elle pas pire, elle. Ouais, ben, viens-tu faire un site, elle est bien posée. Non, j'en viens. À Matagami, la pluie est le dernier des soucis. On met des grosses couvertures et puis on a des systèmes de chauffage là, comme un block heater sur une auto qui réchauffe la transmission puis le moteur, puis toutes les composantes qui sont essentielles. C'est plutôt le froid intense qui cause des tracas. Autour de moins 40, là, c'est fini pas mal à cause du carburant. Là. Déjà rendu à moins 35, là, c'est dur, c'est toute la mécanique pareille. Il y a beaucoup de pièces en élastomère comme du rubber. Là. À moins 40, là, comparativement à les machines qui vont voler dans le sud, où c'est qu'ils vont arriver au bout de leur temps de vie, puis la pièce va être encore bien bonne visuellement. Mais nous autres, souvent à mi-vie, un petit peu plus que le 2 tiers de la vie, là, commence à les enlever à cause qu'ils sont rendus trop fatigués. Ah, petit gars, t'es-tu prêt? Oh, c'est bon. Le plus important, c'est de garder le pilote au chaud. C'est pour ça qu'on garde le petit chaud fret. On a beau garder le moteur et le pilote au chaud, la batterie, elle, n'a pas résisté. Trop froid. Et Yannick va devoir survolter l'hélicoptère. Batterie de spare. C'est mieux. Cette fois, ça fonctionne. Pascal va pouvoir commencer à élinguer le matériel de forage. Avant le décollage, Yannick jette un dernier coup d'œil au moteur pour s'assurer que tout est en ordre. Pour ouvrir, en cas d'urgence, t'as juste à prendre la strap qui est là, puis à tirer dessus. Parfait. C'est bon? En avant, sur le côté, ça... Non, tu la tires en avant. Parfait. Tout le monde est attaché, briefé. À Saint-Hubert, Alex et Arnaud s'apprêtent à décoller avec le Père Noël et la Fée des Étoiles. Ils ne s'en vont pas bien loin, mais ils vont devoir voler au-dessus de la ville pour se rendre de l'aéroport de Saint-Hubert jusqu'à la place Versailles. Ça ma cinquième fois dans l'hélicoptère ici. Ah. Arnaud est aux commandes. Alex va jouer le rôle d'escorte et de guide pour les deux passagers. Tu m'entends bien? Alors? Tu m'entends, là? Oui. Good. C'est toujours spectaculaire de voir un hélicoptère décoller devant nous. Mais d'en voir un avec le Père Noël à bord, ça n'a pas de prix. À Matagami, Pascal Vivier se pose pour faire le plein. Comme certaines charges sont à la limite des capacités de l'appareil, il préfère mettre un peu moins d'essence. Le poids de l'essence en moins lui permet de lever l'équivalent en matériel supplémentaire. Pascal a la chance d'avoir un mécano avec lui, ce qui accélère le processus. À deux, il peut faire ce qu'on appelle un hot refuel, c'est-à-dire faire le plein sans couper le moteur. Quand le pilote est seul, il doit suivre toutes les procédures d'arrêt du moteur, faire lui-même le plein et refaire toutes les procédures de démarrage de l'hélicoptère. En tout, c'est presque 10 minutes de sauver, ce que les clients apprécient beaucoup. Je pense pas que je sois le meilleur. La différence, c'est que je suis capable de m'adapter à tous les jobs. Il faut dire qu'avec Pascal aux commandes, les plaintes des clients sont très, très rares. Je suis capable d'aller partout. Je suis très polyvalent, si on veut, là. Il y a un de mes anciens chefs pilotes qui m'a déjà dit « Pascal, t'es bon à rien, mais t'es bon dans tout. » Fait que de là, j'ai compris que j'étais loin d'être le meilleur dans tout, mais j'étais capable de tout faire. Fait que
c'est pour ça que ça simplifie. Là. Ça simplifie, j'imagine, en tout cas, ça simplifie la compagnie. Là. Ils se cassent pas la tête quand on va quelque part. Puis, c'est ça, ça va bien normalement. Ça lâche pas, là. C'est comme tout le temps de la pluie, puis tout le temps un peu de haze là, dans l'air, que la visibilité réduite. Là. Au retour, c'est le branle-bas de combat à Bécomo. Ouais, on sort le monde. Je suis en descente pour le 54. En dehors, que t'arrives. Amédée Bélan et Francis Balou-Mathieu sont en vol avec 2 autres de leurs collègues. Ouais, c'est Francis, dans le 407, j'essayais de rejoindre Jean-François Gagné. Les 4 hélicos arpentent la ligne électrique du poste de Miquois, une des plus importantes de la province. Si tu veux l'entendre mieux, Balou va tendre plus vers l'ouest, il est quand même à 40 km du site. Là. Ah ouais, il est loin à l'autre bout. Il est au 88, Jean-François. C'est bon. Une quarantaine de monteurs de ligne sont répartis sur plusieurs pylônes pour y remplacer les isolateurs. Les hélicos sont là pour déplacer le matériel et assurer le transport du personnel. Le terrain est très accidenté. L'hélicoptère est la seule façon d'accéder aux pylônes et la seule façon de revenir à la base. On va approcher. Ouais. Là? Ouais. OK, je décolle du 58 pour le 57. Avec une quarantaine de travailleurs sur le terrain, les pilotes doivent faire plusieurs voyages pour déplacer tout le monde. Il faut donc prévoir le coup si jamais la météo se détériore. Belle place. Les pilotes doivent ramener les travailleurs à la base avant d'être cloués au sol. Balou, la verse, là, t'es pas mal forte où est-ce que t'étais, dans le coin du 80? Pas de la grosse pluie forte, mais ça lâche pas, là. C'est comme tout le temps de la pluie, puis tout le temps un peu de haze là, dans l'air, que la visibilité réduite, là. Jusqu'au 90, là-bas, là, c'est le même. Ça continue vers l'ouest encore, là, parce que ça s'en vient par ici pas mal. Affirmatif, j'ai jusqu'au 90, là, c'est le même, puis vers l'ouest, là, ça avait l'air pas plus clair, là, fait que j'ai pas l'impression que ça va se flairer dans la prochaine demi-heure ou 1 heure, là. Ouais, c'est ça, je pensais. Faut pas que les gars vont s'encabaner assez vite. Ben là, les gars, Jean-François, là, au 88, qui était encore dans le tour, là, mais il disait qu'il travaille pas bien vite. Ah, OK, bon, ben écoute, on continue. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, il faut se rendre à l'évidence. La météo se dégrade, et elle se dégrade très rapidement. Écoute, là, il mouille d'ici à l'autre bout, là. Carrément, là, tout le long, il mouille. Les gars travaillent encore, là. On n'a pas eu de plainte encore, là. J'ai peur que les plafonds, ils baissent et qu'on soit pogné avec du monde dans le bois, là. Fait que, mettre du fio si t'as besoin, puis on retourne chercher une équipe, là. On va sortir ce monde-là au PC, là. Moi, je te conseillerais peut-être de descendre tout le monde, là. Peut-être de Nico aussi, descendre tout le monde au 54 avant de quitter le secteur, parce qu'on pourra pas décoller un courant d'eau. Ouais, on sort le monde. L'expérience des pilotes de brousse prend le dessus sur les prévisions météo. La pluie plus forte que prévu amène avec elle un épais brouillard. La pluie, les gouttes d'eau, c'est une masse, hein? L'eau pèse quelque chose. Fait que l'eau, en descendant, ça crée un genre de courant descendant. Ça amène de l'air en descendant, puis ça fait baisser les plafonds. Puis la pluie va arrêter, puis ça va remonter. T'sais, on dirait que la pluie qui tombe en tombant amène les nuages vers le bas, puis ça crée de la nébulosité vraiment, vraiment basse. Pour les pilotes, la mission vient de changer. On se met en mode urgence météo. C'est maintenant une course contre la montre pour ramener les travailleurs avant que les hélicos ne soient cloués au sol. Ça s'est couvert assez vite, hein? Ouais. Balou est au pylône 88 et il ramène donc le groupe qui était le plus loin du camp. Amédée, t'es en train de nous sortir, Amédée? Comme il y a 8 équipes et seulement 4 appareils, les pilotes vont devoir faire 2 voyages chacun. Mais ils vont devoir faire le plein avant de repartir. On ne s'aventure pas dans de telles conditions avec un réservoir à moitié vide. Nicolas Gay n'était pas très loin et il est le premier à revenir au camp. Comme dans un arrêt au puits de Formule 1, les mécanos font le plein sans que le pilote ne sorte de son appareil. Et Nicolas peut repartir rapidement. Nicolas Fortin n'est pas loin derrière. Et comme sa deuxième équipe n'est qu'à quelques pylônes du camp, il peut redécoller sans faire le plein. Dès que les travailleurs ont récupéré leurs outils et qu'ils sont à une distance sécuritaire de l'appareil, le pilote redécolle.
Vraiment pas très beau, hein? Non, c'est pas beau. On va sortir le monde, là. Le boss a la shot, là, que c'est parti. Amédée s'est posé un peu plus loin sur le camp, le temps de faire une courte vérification mécanique. Sans attendre, Amédée repart le moteur de son hélicoptère, au même moment où le 4e appareil se pose. Balou revient du pylône 88 avec l'équipe qui était la plus éloignée. Nicolas Gay, le premier à repartir, est déjà rendu au pylône 55 et les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais là, ça se bouge solide là, au sommet, là, au 55. Même son de cloche du côté d'Amédée. Tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Ils disent vaut mieux être à terre puis espérer d'être dans les airs. Être dans les airs puis espérer d'être à terre. La météo se dégrade à vue d'œil et Balou ne pourra pas redécoller. Je vais pas redécoller dans un demi-mille de visibilité, plus ou moins un demi-mille, puis on n'a rien pour la mesurer, pour aller chercher d'autres gars. T'sais. On est ici, on est safe, je suis safe, la machine est safe. Fait qu'on cancelle ça ici. Puis c'est plate pour les gars qui sont là-bas, mais ils vont être détrempés à la fin de la journée. À Matagami, Pascal Vivier est au travail. Il transporte morceau par morceau une foreuse qui sera par la suite assemblée en plein bois. Fait que Pascal, j'accroche le kit de... oui, je pense que oui, frère. Ouais, vas-y, Pierre-Paul. Je mets-tu le camp de survie pour la prochaine hélico? Ça a quoi, 1800 livres, ça? Ça doit être pas mal... oui, c'est assez lourd, ça, d'après moi. OK, c'est bon, Pierre-Paul, c'est bon pour le champ. Pascal est en communication avec l'équipe au sol dans le bois et avec le contremaître au camp de base. Ouais, vas-y. Peux-tu m'emmener mon basket avec les blocs que je peux fumer mon plancher sur la prochaine l'autre? Ben, c'était celui-là qui était censé s'en venir, là. C'est pas ça que t'as eu? Non, j'ai eu mon basket avec la fin de ça dedans. OK. Bon, ben, je vais essayer de te faire amener ça tout de suite, donne-moi 2 secondes. L'hélicoptère et son pilote servent aussi de relais radio entre la base et les travailleurs qui sont dans le bois. C'est bon, OK. Ouais, Patrick, il dit que ça rentrera pas à l'intérieur, fait que je vais l'amener dans le shack on va être là dans la demi-heure. OK, c'est bon. Il reste encore beaucoup de matériel à élinguer. Et il faut le faire dans un ordre précis pour que les travailleurs dans le bois puissent commencer à faire l'assemblage en même temps. Chaque minute que la foreuse passe en pièces détachées est une minute qui ne rapporte rien à la compagnie. Là, t'as propane, une load, moteur, 4, 5, 6, 8, 9, 10 avec le fuel. Pompe à l'eau, 11, pompe chaque. 12 avec le pompe chaque et la pompe à l'eau. 12? Ouais, c'est une lourde de casing. Une lourde de casing, je l'ai pas compté. Là, les pattes de tour, on peut pas rien faire si on n'a pas ça non plus. On fait des téléphones et des pattes de tour. Je vais te laisser. La coordination de tout ça est beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Et pas seulement pour les travailleurs au sol. Le travail n'est jamais le même puisqu'on travaille avec des nouvelles personnes. Exemple, si on move des drills, si on déplace des drills, ben la drill n'est pas pareille. Fait qu'il faut s'adapter à une nouvelle drill. Si on fait un autre type de travail à l'élingue, ben il faut s'adapter au nouveau type de travail aussi. Fait que c'est pas monotone du tout. C'est jamais pareil. Chaque jour, on se lève à la même heure, mais on sait pas ce qu'on va faire durant la journée. La journée est totalement différente d'hier puis totalement différente de demain. Fait que c'est ça qui est le fun. Sur la côte nord, la situation ne s'améliore pas. Balou et Nicolas Fortin ont réussi à revenir à la base, mais Amédée et Nicolas Gay ont été obligés de se poser dans la brousse. C'est beau, nous autres, on va attendre quelque part, Balou, là. Nico va être au 54, moi, je vais essayer de trouver la drill pour me rendre aussi, puis on s'en pitonne. Quand on a collé la météo, là, j'étais allé... Moi, je suis parti, j'étais déjà en vol. Fait que j'étais allé chercher l'équipe la plus loin qui était, au pylône 88. Puis j'ai eu bien de la misère à me rendre là. J'ai eu bien de la misère à revenir. Puis là, sur le dernier 5000, c'était vraiment merdique, là. J'étais allé à la limite de ce que je pouvais faire légalement puis sécuritairement pour ramener la machine ici, là. Fait qu'un coup rendu ici, il n'était pas question de faire d'école parce qu'on se serait mis dans le trouble plus qu'autre chose. Dans les conditions spéciales comme ça, dans les conditions où tu as des équipes sur le terrain, puis là, tu sais, il faut les chercher, sinon ils passent la nuit dans le bois, là, ben, on a le droit d'aller jusqu'à un demi-mille de visibilité en vol, tu sais. Ça, c'est pas beaucoup, un demi-mille de visibilité. Amédée puis Nicolas sont restés là. Ils se sont groundés sur la ligne électrique parce qu'ils sont pas capables de revenir. Puis ils ont pris la bonne décision parce que sont mieux de rester là puis attendre que l'averse passe puis que ça passe un peu parce que s'ils avaient essayé de revenir, ils se seraient mis dans le trouble. Puis
Les tonneaux sont grandés là, puis ils vont attendre que ça passe. La pluie a amené du brouillard, le pire ennemi des pilotes qui font du vol à vue. Le danger, c'est de continuer puis de frapper quelque chose. Fait que tu vas te prendre un repère visuel, les arbres, un flanc de colline ou je sais pas quoi, puis tu vas t'arrêter. Tu vas arrêter de bouger. Puis là, à partir de là, ben, tu vas te trouver un endroit pour te poser immédiatement. Là, le premier terrain propice, tu vas te poser là. Heureusement, Balou sait comment manœuvrer dans ces conditions. Un pilote inexpérimenté aurait été, à ce moment-là, couvert de sueur froide. Ce serait casse-gueule, je pense, s'envoyer là-dedans. Là. Au retour, 2 hélicos sont coincés dans la brousse. Amédée et Nico vont-ils passer la nuit à la Belle Étoile? Si ça n'arrête pas du tout, les gars pourraient passer un bon bout de temps là, ouais. À Montréal, au centre d'achat Place Versailles, des centaines de personnes attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël. Depuis 5 ans, l'homme en rouge fait son arrivée par hélicoptère, au grand plaisir des petits et des grands. On arrive vertical pont-tunnel, 1200 pieds pour atterrir Place Versailles. Hôtel Alpha, Roger, et maintenez pas plus haut que 1200 pieds. Et une fois sur la rive nord du fleuve, procédez vers la place Versailles. Pas sûr qu'il vous voit, mais... Hôtel Alpha, sur le décollage, pas plus haut que 1000 pieds. Nous avons en contact. Arrive, on a froid! Ouais, c'est grand la zone, hein. Tu vas voir quand t'atterris. Oh non, on le voit d'ici, là. Énorme. Ouais, t'as la place. À la Place Versailles, on ne prend aucun risque avec l'hélicoptère. Le périmètre de sécurité est énorme, mais c'est avant tout pour éviter qu'un enfant s'échappe et court vers l'appareil. Avec autant d'espace, le pilote aurait le temps de le voir et de réagir en conséquence. Fait que si t'es au milieu, t'es correct, tu claires les réservoirs de propane. Ouais, c'est ça. Pendant qu'Alex accompagne ses 2 passagers vers la sortie, Arnaud coordonne déjà le décollage avec la tour de contrôle de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Dorval. X-Ray Hôtel Alpha, la tour de Montréal. X-Ray Hôtel Alpha. X-Ray Hôtel Alpha, vous n'avez pas combien de temps au sol à la place Versailles? X-Ray Hôtel Alpha, environ 5 minutes. Hôtel Alpha, Roger. Sur votre départ, pas plus haut que 1000 pieds avant de... si on n'est pas capable de se rejoindre au sol. Sitôt arrivé, sitôt parti. Allez, c'est parti. Mission accomplie. Yes. C'est toujours un peu intense hein, d'avoir à débarquer des gens retournants qui n'ont pas d'habitude. Ouais, c'est beaucoup de monde. Puis tu sais que t'as plein de caméras, plein de photos, c'est expliqué. Tu sais que t'as transport de tout le monde. Là. Ouais, t'as t'as pas le droit à la moindre... non. La dernière fois quand je m'étais posé, je m'étais senti tout petit, tu sais, la zone est vraiment grande, puis là, t'atterris, c'est comme... OK. À Matagami, le travail avance bien. Pascal Vivier est un spécialiste du travail de précision, mais ce n'est pas une science exacte. Et parfois, le bout de l'élingue, qui est 100 pieds sous l'appareil, refuse de collaborer. Excuse-moi pour celle-là, mon frère. Ah, c'est correct, j'ai vu pas mal pire que ça. Étant donné les coûts que ça engendre, l'hélicoptère, ça représente un fort pourcentage de nos coûts d'opération. Donc, les pilotes d'expérience qui sont capables de jauger facilement et rapidement où on peut se poser, qui va élinguer au maximum de charges qu'il peut prendre, c'est des qualités qui sont importantes pour nous autres. Hey Pascal, tantôt, j'ai besoin de toi là, pour tasser des affaires, pour remplacer mes affaires, tu vas rester avec moi un peu. Pas de trouble, ouais. Pascal arrive au site de forage avec le mât de la tour de forage. C'est une des pièces qui doivent être placées au millimètre près par le pilote. Pascal va tenir sa charge sans bouger pendant que les travailleurs au sol boulonnent la tour au reste de la structure. Belle job, Pascal! 1000 km à l'est, les choses vont moins bien. 2 hélicos n'ont pas été capables de revenir à la base. Amédée Bélan et Nicolas Gay sont pris dans la brousse avec une douzaine de travailleurs. Nico, pour Francis, Nico est à l'écoute.
Balou est en contact radio avec les deux pilotes et leur transmet les plus récentes données météorologiques. Il y a des risques d'orage avec des TCU puis des cumulonimbus là, avec des risques d'orage puis pluie forte, puis des plafonds à 200 pieds, 600 pieds. Là. Bien reçu, merci. Est-ce que tu peux nous faire un check de l'antenne, là? Dire comment c'est? Affirmatif. Il y a une antenne radio au sommet de la montagne derrière le camp. Elle sert de baromètre pour les pilotes. Si on la voit, on vole. Si on ne la voit pas, on ne décolle pas. Pour l'instant, elle est invisible. Puis si c'est mauvais ici, Amédée me disait qu'ici, là, c'est pas la plus haute colline, tu sais. Fait qu'en partant d'ici, le terrain continue de monter. Fait que même si le sommet de la colline ici se dégage, ben le terrain monte. Fait qu'on sera pas mieux. 1 000, 5 000, 10 000 plus loin, on va empirer la situation, tu sais. Fait que il n'y a pas grand-chose à faire, là. Le problème, c'est que les données météo sont incomplètes. Ici, on est au-dessus d'une centaine de kilomètres de Bécomo. Il n'y en a pas de station météo proche qui va nous donner une météo précise d'heure en heure. Fait que il faut y aller un peu au pif. Et cette fois-ci, le pif des pilotes s'est fait jouer un tour. La météo ce matin était bonne. Il a commencé à pleuvoir, c'était pas si mal, c'était encore à faire sans problème. Puis tout d'un coup, la pluie s'est intensifiée, puis la brume, ça s'est mis à former de la brume, tu sais. Moi, là, je suis passé là 2 fois dans la même demi-heure. La première fois, c'était numéro 1, puis la deuxième fois, c'était presque impraticable, presque impossible à voler. Je pense pas qu'il y ait personne qui ait pris une mauvaise décision là, c'est juste fait avoir par la météo qui a changé vraiment rapidement. Au moins, Amédée et Nico ne passeront pas la nuit à la Belle Étoile. Il y a une cabane de survie comme celle-ci à l'endroit où ils se sont posés. Au pire, ils vont s'étendre dans leur cabane puis ils vont passer la nuit là. Je sais pas s'ils ont du chauffage là-dedans, mais je veux dire, s'ils se retrouvent 6 dans une cabane de 8 par 12, d'après moi, il fera pas froid, là. Fait que dans le pire des cas, le pire des scénarios, c'est qu'ils vont passer la nuit dans leur cabane. Pour une nuit, ça va. Mais pour plusieurs nuits, ça risque d'être moins drôle. On regarde la météo long terme, là, puis je suis pas certain que demain, ça va voler non plus, tu sais. Fait que les machines pourraient être prises là, une couple de jours. Bonne nouvelle, les deux pilotes n'ont finalement pas couché dans le bois. Hier, quand on a collé off, là, la météo, le brouillard est arrivé, ça a descendu. Puis on a eu le temps de sortir, là, finalement, on n'a pas eu le temps de sortir le monde du site. La moitié du monde est resté avec nous autres dans le bois. On a trouvé un chemin proche, un chemin d'accès, un chemin quand même carrossable. On a tous réuni ce monde-là. Il était rendu midi peut-être. Puis après ça, on a attendu. On a essayé aux heures. Finalement, on a collé des trucks pour qu'ils viennent nous chercher la soir parce que ça n'a jamais passé. Même encore ce matin, je suis pas sûr. En 12 ans de carrière, ça aurait été seulement la deuxième fois qu'Amédée ne serait pas revenu au camp pour la nuit. Ça n'arrive pas souvent, mais quand on a 30 personnes dans le bois, il faut faire des efforts supplémentaires. Il faut sortir, au moins essayer, sinon être pris que d'autres. C'est ça qui est arrivé. L'après-midi a été long, très long. On s'est fait des abris, puis fait un feu premièrement pour se sécher toute la gang. Mais tu sais, un feu, quand il mouille, en tout cas, c'est assez vertu, là, mais t'es sec d'un bord, il fait chaud d'un bord, puis tu gèles de l'autre, là. En tout cas, il y en avait qui aimaient ça plus que d'autres, là. Il y en avait que ça ne les dérangeait pas, il y en avait qui trouvaient ça... Parce que les autres sont souvent en ville aussi, là. Il y a beaucoup de jeunes à travers ça, puis il y en a une couple qui filait moins après la fin, là. Il y a une loi non écrite dans le monde de la brousse. On ne laisse personne derrière. Les pilotes ne risqueront pas leur vie ou celle de leurs passagers, mais ils doivent être prêts à faire des sacrifices pour gagner le respect des travailleurs. C'est ça qu'on s'est dit. Si on était les 4 hélicos ici puis les 8 équipes dans le bois hier midi, ça aurait probablement brassé plus que ça. Puis ça aurait probablement fait des flamèches en haut d'un bureau parce que, OK, les gars, ça aurait été une mauvaise décision de notre part. Ça, c'est une mauvaise décision. Mauvais jugement. Puis là, on aurait été réprimandé sûrement. Tu penses? Ah, bien sûrement, oui. Bien, parce que là, tu as 8 équipes. Comment ça, t'as envoyé 8 équipes dans le bois tandis que tu savais qu'il y avait un front chaud qui rentrait, des visibilités pouvaient descendre, puis tout était possible. Au bout de la ligne, c'est notre faute à nous autres, là. C'est la faute du pilote tout le temps, là.
On va y aller. Balou va aller reconduire Amédée et Nico à leurs appareils. Et la journée de travail devrait pouvoir commencer. Continuer vers le pylône 54 où ce que nos machines sont restées cette nuit. Je les aime mieux ici que là-bas. À Saint-Hubert, Alex et Arnaud reviennent à la base. La mission Père Noël est terminée. J'ai mis un petit coup de talonnier, excuse-moi. ça m'a comme... Tu sais, quand tu freines en char, tu es à droite, ça fait pareil, je mets un coup de talonnier gauche. Il est arrivé à bon port, le Père Noël. Ouf, j'aurai des cadeaux cette année. Ça vaut cher. Merci, merci. Les deux appareils qui ont passé la nuit dans la brousse sont de retour à la base. La journée de travail va pouvoir commencer. Et la première chose à faire, c'est d'aller reconduire les monteurs de ligne à leur pylône. Mais la météo est encore incertaine. Les cartes météo ne prévoient rien de majeur. Mais à ce temps-ci de l'année, ça peut changer vite. Ici, c'est jamais prévisible. On peut bien regarder les cartes le matin, puis c'est rarement ça qui se passe pour vrai, parce qu'il y a des microsystèmes un peu partout, localement, ici, qui est prévisible. Fait que là, quand le brouillard descend, c'est réglé, on prend plus de chance. Là. Reste que la meilleure façon de savoir si le terrain est praticable, c'est d'aller voir. On va là, c'est pas pire, mais ça aligne. Si ça semblait beau à partir du sol, ce l'est pas mal moins vu des airs. On a-tu peur, Robin? Oui. Même si on s'en va, il y aura même pas assez de plafond pour la À 3, il va être content, on s'est essayé. Ben oui. Amédée n'a d'autre choix que d'aviser le responsable du chantier. Écoute, Raymond, on pourrait m'aider? Ouais, écoute. Ben, ça passe pas, Raymond. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est bien bon. On va arrêter ça. La journée de travail est à l'eau, mais tout le monde ici est habitué de négocier avec les caprices de la météo. Bon, ben c'est ça, on a essayé 11 heures, on a essayé encore pour une xème fois, puis ça passe pas. En haut, c'est de la brume à côté à terre. On voit les pylônes, là, il y a ça. Il y a à peu près ça. Pour sortir du monde, ça se ferait, mais pour en rentrer, là, non. Je cours après le trou, ça descend de 50 pieds, on est fait. On n'a même pas fait 5 pylônes qu'il a fallu déjà contourner vers le sud. Puis on va au pylône 58. Fait que, pas besoin de ça. Avec l'arrivée du froid et de la neige, la plupart des appareils seront remisés jusqu'au printemps. Pour la grande majorité des pilotes, la saison tire à sa fin. Hey! Un autre journée de fête! Une saison qui aura permis de découvrir des pilotes passionnés par l'aventure. Au moins, il faisait soleil, fait qu'il faisait chaud dans l'hélico. Ça, c'est le seul avantage. Et qui aura vu des jeunes comme Jérôme Roy franchir des étapes cruciales dans leur carrière. J'ai atteint mes 1000 heures de vol. Fait que c'est un cap de plus, augmentation de salaire, puis c'est le fun aussi d'écrire 4 chiffres dans mon logbook. Je suis bien content, là. J'ai eu ma permanence aussi, c'est un truc important de cette année. 1000 heures de vol, 160 000 litres de fuel. Ouch! Une autre saison qui, pour les pilotes de brousse, aura continué d'alimenter leur passion de voler. À la base, le trip de voler, c'était la liberté, c'était pouvoir aller dans toutes les directions. C'est un peu comme conduire un bateau. Il y en a qui aiment bien ça, naviguer à voile ou tout ça, parce que t'es sûr ou t'es dans un fluide. Quand tu pognes un matin où il n'y a pas de vent puis pas de turbulence, le fun, il est là. En fait, quand on fait ça pour ces moments-là, parce qu'il y a tous les autres moments où on a la mauvaise météo, les mouches, les clients exigeants, puis tout ça. Fait que ça compense, mettons, là. Ça compense pour les moins bons moments. Ce que beaucoup de monde n'a pas la chance dans la vie, c'est de voler aussi. T'sais. Nous autres, on a la chance de voir des paysages. On se promène un peu partout à la grandeur du Canada. Fait qu'on voit des paysages que la plupart du monde ne verront jamais dans leur vie. On va à des places qu'il y a juste une poignée de main de personnes qui sont déjà allées. Ça fait qu'on a la chance de découvrir beaucoup d'affaires. Fait que c'est probablement tout ça ensemble qui fait que on a tout le temps le petit feeling